que dans l'autisme, euh, la normalité, être normal, ce n'est pas forcément toujours être bien. J'ai appris que être autiste, ce n'est pas forcément être normal. C'est pas la normalité qui est autiste. Est-ce que je suis juste un trouble autistique, juste une tare de la société? Parce que au début, on est obsédé par être valide envers les gens, ressembler à quelqu'un de valide, parce que finalement, on veut ressembler à quelqu'un de valide. Est-ce que ressembler à quelqu'un de valide est une obsession qu'on peut avoir? Et ça peut être une obsession. On peut être obsédé par ressembler et être valide pour les gens. Se coller d'être valide et d'être légitime et d'avoir la légitimité d'être considéré comme quelqu'un de valide, c'est quelque chose de assez pénible qu'on peut le vivre. Moi, j'ai l'impression que être considéré comme valide, c'est pénible. Parce que finalement, tu veux toujours ressembler à quelqu'un de valide. Tu veux jamais essayer d'apprendre à être pas valide d'autres. Et je dirais que c'est insupportable de se dire que finalement, ressembler à quelqu'un de valide juste pour plaire aux gens. Et pas juste pour plaire aux gens, parce que c'était voudrait de nous. Euh, c'est quelque chose de assez insupportable, je dirais. Et ce côté-là où on a un trouble et on accepte que simplement il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ou il y a des choses qu'on a plus de difficulté à faire parce qu'on a un trouble. Et aussi ce côté-là où ça peut être difficile d'accepter ça, d'accepter qu'on a besoin d'aide ou d'accompagnement beaucoup plus psychologique et que notre vie sera médicalisée ou notre vie de personne autiste sera composée par des rendez-vous chez le médecin, des rendez-vous chez le médecin. Et plus on nous respecte et on prend beaucoup moins. Plus on passe d'âge, plus ça sera amélioré. Plus on passe d'âge, plus ça s'améliore. Quand on est jeune, très jeune, c'est plus compliqué. Mais quand on vieillit, ça devient beaucoup plus facile. Et aussi, c'est ça, en fait. Je dirais que les premières années de logopédie ou d'ergo sont les années les plus pénibles au début. Et quand tu passes après à 2 ans, 3 ans, 4 ans de logopédie ou 5 ans de logopédie et tout simplement tout ça. Des fois aussi des arrêts et des fois on peut se culpabiliser du fait qu'on arrête le logopédie et l'ergo. Ça peut arriver aussi que ça ne marche pas, que le logopédie et l'ergo ne marchent pas. Ça peut arriver. Et ce n'est pas la faute ni de personne ni rien du tout. Après, ce que je conseille vraiment, c'est un feeling. C'est important d'avoir un feeling. C'est hyper important aussi de se gérer soi-même. Je dirais que c'est très compliqué de se dire que sa vie, en cours d'autisme, c'est d'avoir sa vie en général d'autiste, ça sera une vie où, euh, une vie où tu auras un boulot, un travail, mais tu dois aller chez le logopédiste tous les jours, tu dois aller chez ta psychiatre tous les jours certains, ou une fois par semaine, et tu dois aller une fois par semaine médicalement chez le logopédiste, et une fois par semaine, du coup, il y a quand même ce côté médical où tu dois voir ta psychiatre et ta logopédie, et, et ce côté-là où tu dois voir tout une fois par semaine, et que tu peux pas avoir pas de suivi. Parce que quand tu n'as pas de suivi, les gens ne te prennent plus au sérieux et ils ne te prennent pas au sérieux du tout. Et tout simplement, ça peut être un problème, en fait. Et quand ils savent tout simplement que tu vois un psychiatre et que tu es suivi par une logopédie, et que tu vis par une logopédie, que tu suivis par une logopédie et que tu suivis par une logopédie ou par des cours, les gens te prennent plus au sérieux pour ça et ils te remettent pas en doute ce que tu fais. Par exemple, quand tu as un travail et que tu fais logopédie et que tu suis médicalement, les gens te comparent. Quand tu as une vie un peu instable où tu n'as pas vraiment de travail, il y a plus de difficultés et on peut plus avoir du mal en fait avec toi, en fait. Ce qui fait que finalement, il y a beaucoup de remises en question et de doutes et de personnes en fait, qui abusent beaucoup de médecins abusent de leur, euh, de leur supériorité de médecin pour poser des questions qui ne sont rien à voir avec l'autisme juste pour décrédibiliser l'autisme. Et il y a beaucoup de gens qui décrédibilisent ou qui désensibilisent l'autisme.
Et je dirais que malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça, de cas de refus, de refus, ou par exemple des personnes autistes qui sont obligées d'accompagner, s'ils sont accompagnés seuls, ils vont pas forcément les considérer sérieusement, ou simplement des discriminations d'autisme ou des discriminations envers des médecins. Et discrimination envers le médecin, c'est souvent très direct et oral, et ça peut être très dur à le vivre. Et vraiment, je vous déconseille de le vivre. Et je pense que pour beaucoup moins le vivre, je pense que c'est beaucoup plus facile de tout simplement être facile. Après, dans le marché du travail, c'est très compliqué d'être autiste parce que très souvent, tout dépend du milieu, où il est, tout dépend aussi. Après, ce qui peut sauver votre enfant qui est autiste, c'est les diplômes. Les diplômes et les formations peuvent sauver votre personne autiste. Moi, je dis que simplement les diplômes et les expériences peuvent sauver la personne autiste de, des problèmes, du coup. Et les expériences, c'est tout simplement pour éviter des problèmes, tout simplement. Moi, je dirais que c'est ça aussi qui fait que éviter les problèmes, je pense que c'est qu'éviter les problèmes, c'est justement ça. Et c'est ça le truc que je trouve ça incroyable, c'est justement ça. Moi aussi, que je trouve aussi impressionnant et incroyable, euh, que je trouve ça aussi impressionnant et incroyable, c'est il y a aussi des personnes qui peuvent être très loin qui sont autistes, qui sont autistes, mais ils te considèrent comme une personne et pas comme un autisme, comme un autiste ou quelqu'un qui est HP ou hyperactif. Et il y a ces personnes-là que tu peux rencontrer et je pense que c'est quelque chose de très bien. Et je pense que est-ce que il faut forcément dire dès le début, moi je pense que c'est mieux de dire dès le début que tu es autiste pour éviter les mauvaises surprises et les problèmes. Parce que finalement, quand tu dis directement que tu es autiste dès le début, ça évite beaucoup de soucis envers les gens. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu dis que tu es autiste, ça marche toujours. Dans cette situation, je dirais. Moi, je préfère des fois dire directement que je suis autiste dès le début ou HP parce que je pense que c'est la meilleure solution d'être simplement. Et ça évite des situations gênantes ou des sujets gênants dans les cours, je trouve. Plutôt que quand tu dis pas après, ça peut être tout simplement des problèmes, ça peut créer des gênes et des malaises sur ça. Et aussi ce côté de la grossesse et de la naissance, ce qui fait que c'est très très compliqué parce que finalement la naissance et la naissance et la grossesse, bon, tout ce qui est naissance et grossesse, je dirais que la naissance et la grossesse, ça peut être très compliqué pour une personne autiste, mais c'est possible. Après, il y a ce côté-là où des fois on veut pas forcément avoir des enfants parce qu'on a peur du côté autistique et on a toujours peur d'avoir des enfants qui sont pas forcément et de gérer ses enfants. Et je pense qu'aussi, il y a ce côté-là aussi, ce côté-là qui est très compliqué. Ce côté-là qui est hyper compliqué, c'est ce côté-là où l'autisme peut gérer. Et ce côté-là où, en fait, l'autisme peut être tout simplement un problème, c'est le fait tout simplement de, d'être enceinte et de porter un enfant pendant 9 mois. Et je pense que tout ça, ça peut être un problème majeur qu'il peut avoir. Des fois aussi, ça peut être un non-problème parce que finalement, il y a ce côté imaginé que tu peux avoir quand tu es autiste. Euh, Après aussi, je dirais que ce côté aussi analyste de l'autisme, ça peut franchement être gênant. Parce que le fait d'analyser tout et de tout analyser quand tu es HP, ça peut être très fatigant parce que finalement, tu sais ce que les gens pensent et comment ils réfléchissent. Finalement, ça peut beaucoup te fatiguer. Et les gens trouvent ça comme quelque chose de bien, mais finalement, tu trouves ça hyper pénible d'avoir ça, en fait. Je dirais que c'est très pénible de savoir analyser les gens et tout ça. Et c'est aussi pénible de loucher parce que finalement, les gens te regardent bizarrement et avoir aussi des tocs, ça peut être très fatigant d'avoir des tocs. Ça peut être fatigant d'avoir des tocs aussi, ça peut être très fatigant d'avoir des tocs de réflexion. Avoir des tocs, ça peut être très fatigant d'avoir des tocs. Avoir des tocs, ça peut être très fatigant du coup d'avoir des tocs. Ça peut être très fatigant d'avoir des tocs. Voilà, ça peut être fatigant d'avoir des tocs. Et finalement, je dirais que pour minimiser les tocs, ce qu'il faut, c'est un peu se relaxance en fait. Faut pas se baser que sur les tocs que tu peux avoir. Faut vivre avec ça. Faut vivre avec des problèmes d'université, donc finalement tu dois beaucoup être analyste, tout ça. Et surtout au début, où des fois tu peux être maladroit, ou faire trop des choses, ou même avoir du mal aux choses. En fait,
Ce que je conseille quand t'es autiste, c'est de prendre du temps. Prendre du temps à faire les choses. Ne te précipite pas à ranger ou comme ça. Si tu finis pas, ce n'est pas de ta faute. Ne te culpabilise pas pour ça parce que finalement, quand tu culpabilises de pas ranger quelque chose, finalement, après, tu regardes encore plus de pas ranger. Je pense que c'est ça aussi qui est compliqué dans l'autisme. Autre chose que je voulais parler, c'est le fait de la fertilité, je dirais. Parce que quand on est autiste, c'est un sujet qui est hyper courant. C'est est-ce que tu pourrais être fertile ou pas? Tu peux être fertile et être autiste. Après, ce que je conseille aussi, c'est d'être relax en fait. Il faut pas se stresser. Il faut pas être stressé. Il faut pas être stressé parce que je sais que très souvent on peut stresser pour ça. Je vous conseille d'être pas stressé, de ne pas stresser tout simplement. Après, il y a aussi le sujet de la cigarette. Je dirais que être autiste et fumer, ce n'est pas forcément un problème majeur. Mais après, pour certains, ça peut quand même être très mal vu ou être mal interprété ou tout simplement, il y avait pas une l'impression quand même. Et ça peut aussi être basé de jugement aussi sur ça. Il y a pas beaucoup de jugements et de jugements très négatifs sur ça. Et je pense que fumer et être autiste, c'est plus compliqué que ça parce que c'est lié à ce côté-là où tu fumes. Et du coup, fumer, c'est peut être très mal vu pour ça. Et je pense à ce côté où on pense que tu es influencé et c'est peut être très dur. Et prendre d'autres traitements que l'autisme, ça peut être un problème. Quand tu prends un autre traitement que le traitement, genre, quand tu prends un traitement lié à l'autisme parce que tu es autistique, peut être simplement mal jugé. Tu peux être considéré comme quelqu'un maltraitant si tu es parent, mais pourtant tu occupes ton enfant complètement. Et ça, c'est le côté là, de côté problématique, c'est que tu peux être en tant que parent, très jugé et critiquer ton éducation, mais les gens ne connaissent pas ta réalité, ce que tu fais au quotidien. Ce qui fait que finalement, tu es beaucoup jugé en tant que parent. Et je pense en tant que parent, ça peut être très compliqué d'être jugé pour ça. Et même en tant que personne autiste, d'être jugé sur sa vie peut être très compliqué. Ce côté de toujours se justifier parce qu'on est autiste et justifier sur sa vie, de ce qu'on fait, de pourquoi, du comment aussi, ça peut être très compliqué. Que finalement, aussi ce côté-là de normes aussi. Quelqu'un d'autiste qui a un travail, un job et qui va à ses séances de médecin va pas forcément être jugé pour ça. Voilà. Et le médecin, il y aura toujours, quand tu es autiste, des enquêtes ou des sociaux qui vont venir. Ça fait partie des patients autistiques, c'est des enquêtes. Et les enquêtes, vous pouvez très bien refuser quelqu'un enquête sur votre vie. Parce que des fois, c'est des enquêtes injustifiées et des fois, ça peut être vachement discriminant. Et au début, quand on est autiste, on se rend pas compte que ça peut, même en tant que parents, on se rend pas compte que c'est discriminant, que ça ne se fait pas. Et aussi, même au niveau des psys, des fois, on peut avoir des psys qui peuvent vachement déculpabiliser et pas aider du tout. Ou des gens qui nous traitent comme si on était des enfants. Et ça peut être déstabilisant et aussi très fatigant parce que finalement, les gens ne nous traitent pas comme des individus, comme des humains, mais bien comme des personnes autistes qui sont que l'autisme. Et à ce côté-là, où il y a ces parties-là des personnes qui pensent que l'autiste, c'est tu es que autiste. Et des personnes qui pensent que autiste, c'est plus que ça. Et il y a des gens qui pensent que autiste, c'est juste des êtres humains. Ou des gens qui doivent être à part de la société parce qu'ils n'ont pas fait dans la société, qui ne peuvent pas adapter à la société. Et il y a des pensées vraiment radicales où les personnes autistes doivent rester entre eux. Et finalement, il y a des pensées aussi radicales. Donc finalement, tu es dans ce parti politique radical. Et est-ce que ça peut être une affaire? Dans l'autisme, il y a différents aspects. Il y a l'aspect scientifique, il y a l'aspect scientifique et médical, il y a l'aspect social et l'aspect politique. Donc il y a beaucoup d'aspects qui fait que différents de ces aspects-là sont liés à affreusement et l'aspect personnel, individuel, fait que finalement l'expérience est différente et individuelle. Et l'aspect politique on peut considérer l'autisme comme un aspect politique, comme pas du tout, ou certains oui, tout dépend de la personne.
Et on peut considérer l'autisme comme du militantisme, comme militer en fait en tant que parent pour faire que les lois autistiques peuvent être déviées ou pas même pour tout ce qui est handicap. Et finalement, il y a ce côté du militantisme qui est possible. Après, je dis pas que le militantisme handicapé n'est pas bien. Je dis juste que des fois, il manque de réalisme dans la réalité globale. En fait, on parle de certains genres d'autisme, mais pas tout genre d'autisme, parce qu'il y a plusieurs genres d'autisme. Et du coup, finalement, ça parle qu'un aspect d'autisme et pas des aspects d'autistes légers ou moyens qui sont très souvent. Je pense que très souvent, les autistes parlent beaucoup d'autistes durs et pas d'autistes moyens. Donc, c'est très, très courant. Et ce côté-là où on doit rester entre autistes, on va pas des problèmes, en fait, ce qui peut être aussi problématique dans ce que je reproche aussi beaucoup au militantisme handicapé, c'est souvent ça, c'est ce côté où on doit parler des problèmes et c'est des problèmes majeurs. Et ce côté-là aussi de l'autisme qui me plaît pas trop. Je dirais que ce côté politique, c'est le côté de victimisation exagérée de l'autisme et de l'handicap en général, des HP, ou ce côté de surévaluation d'autisme en disant que être HP, c'est être intelligent plus que les autres. HP, c'est sensibilité, c'est être sensible, d'être à des difficultés de sensibilité, très sensible à la sensibilité. C'est ça être HP. Et d'être HP, c'est pas forcément la méthode Montessori, mais la méthode Montessori, ça fait partie des méthodes pédagogiques éducatives qui peut aider des HP très couramment. Et après, il y a aussi la hyperactivité aussi. Et l'hyperactivité, souvent, on pense qu'il y a des enfants qui sont ingérables et tout ça. Ce n'est pas toujours ça. Tout dépend. Tout simplement, il y a sévère, moyen, il y a pareil pour tous les handicaps. Et ce n'est pas le même handicap parce qu'il y a un handicap moteur, mental et physique. Il y a moteur, il y a physique, mental. Et mental, c'est invisible, donc on peut pas voir ce que physique, c'est visible. Et du coup, quand c'est visible, c'est plus compliqué à gérer parce qu'on le voit directement. Il y a ce côté de jugement qui peut être très dur parce que c'est physique. Quand c'est physique et mental, ça peut être très dur à le gérer pour les parents, pour les difficultés des parents et même pour la personne elle-même qui gère simplement. Et quand c'est mental et que c'est invisible, les gens, des fois, croient et ne voient pas. Et du coup, ça peut être très compliqué aussi à gérer le fait que les gens ne voient pas, parce que ce côté-là où, vu qu'on voit pas l'handicap, on ne voit pas le problème, et du coup, le problème, des fois, est minimisé, ou même rajouté, ou même exagéré pour cette chose. Parce que des fois, on peut exagérer quelque chose parce qu'on ne voit pas, ce qui peut être un problème majeur. Après, pour les personnes qui ont un côté physique. Est-ce que le TOC fait partie des handicaps physiques? Pas du tout. C'est plutôt un handicap mental d'avoir des TOC euh, et crise angoisse. Et crise angoisse, ça peut être plus mental. C'est-à-dire que les maladies mentales, il y a aussi le côté de maladie mentale. Trouble, maladie mentale, c'est plutôt pareil. Un trouble, c'est fait partie d'un. C'est en fait le trouble autistique est un trouble parapluie. Ça veut dire que dans le trouble autistique, dans le trouble autistique, dans l'autisme, il y a différents termes autistiques. Il y a différents termes autistiques qui englobent plusieurs autismes. Ça veut dire que dans l'autisme, il y a un de ce parapluie, il y a la partie mentale, la partie physique, la partie mentale et la partie physique, du coup, dans l'autisme. Donc finalement, il y a différentes, et dans les différents troubles qui sont le spectre de l'autisme, le spectre c'est le parapluie en gros. Il y a sévère, moyen, et du coup chaque a ses spécificités différentes. Et dans les maladies mentales, il y a aussi ce parapluie, sévère, moyen. Et dans la maladie mentale, ce qui est différent, c'est qu'il y a le côté mental et le côté physique. Ça veut dire qu'il y a des maladies qui sont mentales et des maladies physiques dans les troubles mentaux. Et dans les troubles mentaux, il y a grave, moyen et tout ça. Et dans les troubles mentaux, ça peut être aussi fluctuant. C'est-à-dire que fluctuant, ça veut dire que il y a peut y avoir des maladies mentales fluctuantes, c'est-à-dire que
dans aussi le trouble, il y a peut-être des troubles fluctuants, c'est-à-dire des troubles qui fluctuent. En gros, ça passe de tu sais que fluctuant, ça veut dire que ça peut passer de lourd à moyen d'un seul coup, ou ce n'est pas stable. C'est-à-dire que le trouble est instable. Il n'est pas ça. On peut appeler fluctuant quand c'est instable, c'est que ça peut passer, remonter, ou on peut dire qu'un trouble est fluctuant quand le trouble peut être quand le trouble euh, quand, par exemple, il y a multi-troubles. Il y a aussi les multi-troubles, c'est ceux qui ont plusieurs troubles. Ils n'ont pas qu'un trouble, mais plusieurs, qui sont multiples. Multi-troubles, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs troubles et pas que un trouble. Ce qui fait qu'il y a plusieurs troubles. Et du coup, ces troubles-là, qui sont le parapluie, c'est des pathologies. Du coup, c'est des pathologies, du coup. Il y a la pathologie et il y a le trouble. Le trouble, c'est plutôt un parapluie. Et la pathologie, c'est fait partie du bout du trouble, en fait. Ça fait partie du trouble du trouble. Et il y a des, quand il y a une fluctuation, c'est que ça peut passer, c'est-à-dire que tu peux passer d'un trouble à un autre. Des fois, quand tu as plusieurs troubles, tu peux passer de trouble à un autre. Après, les causes d'un trouble, est-ce que d'autres pathologies peuvent avoir une cause? Pas forcément. Certains ont une action sur d'autres troubles, d'autres n'ont pas d'action sur d'autres troubles. Par exemple, tu peux très bien quelqu'un qui est anorexique et tu vois quelqu'un qui est autiste, des fois ça n'a pas le même, ça ne se comme pas. Tu peux pas avoir, tu peux, ça c'est le, ça peut être ça peut être l'anorexie et ça c'est l'autisme. Des fois ça peut pas se casser. Ça c'est quand quand il y a un lien ensemble, ça peut pas se mettre ensemble. C'est comme des filles, ça peut mettre ensemble et d'autres peuvent être ensemble. Donc finalement, ça peut créer des problèmes. Mais les maladies mentales peut être aussi, on peut être autiste et avoir des maladies mentales. Mais ce n'est pas les mêmes. C'est complètement maladie mentale et trouble autistique, c'est complètement différent. Et précisons qu'une maladie mentale, ça peut lier un trouble n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix d'être autiste, ce n'est pas un choix d'être autiste, ce n'est pas un choix dans une maladie mentale. La maladie, un trouble, ce n'est pas une maladie. Parce que on ne peut pas guérir de l'autisme, on peut pas guérir de l'autisme, on peut pas guérir des HP, il n'y a pas de guérison parce que ce n'est pas une maladie. Plutôt que la maladie mentale, on peut guérir de la maladie mentale. Mais il y a aussi les troubles mentaux. Les troubles mentaux, c'est pas du tout pareil. Il y a les maladies et les troubles. Dire les troubles, c'est le parapluie de la maladie mentale et la maladie mentale, c'est euh, comme un nuage qui peut partir, en gros. Mais la maladie mentale, ça dépend de quel niveau c'est, peut guérir. Plutôt que le trouble, tu ne peux pas le guérir. Voilà, tu ne peux pas guérir de ce trouble. Tu ne peux pas guérir de l'autisme, tu ne peux pas guérir parce que ce n'est pas une maladie. Tu ne peux pas guérir. Tu peux prendre des médicaments qui peuvent soulager, mais tu ne peux pas guérir de la maladie. Et tu peux pas guérir. Et les TOC, tu peux enlever les TOC. Alors tu peux débarrasser des TOC et des crises d'angoisse, mais des fois aussi dans le trouble, il y a des crises d'angoisse dans les troubles. Ça fait partie des troubles. Dans le couple de l'autisme, ça peut avoir et donc HP et troubles, ça peut avoir des crises d'angoisse et des crises d'angoisse et des crises d'anxiété. Ça fait partie du trouble. Donc finalement, c'est tout simplement ça fait partie de la maladie mentale. Donc finalement, il faut penser à ça. Donc finalement, la maladie mentale, là, dans Trousse, il y a tout ça, en fait. Donc finalement, il faut accepter que la maladie mentale fait partie tout simplement intégrante des troubles mentaux. Genre des troubles mentaux. Et en fait, il faut arrêter les mots qu'il faut pas utiliser, c'est mentaux, fou. Parce que très souvent, les gens utilisent le mot fou, que tu es fou. Les hôpitaux psychiatriques,
Il y a différents genres d'hôpitaux psychiatriques. Il y a différents hôpitaux. Il y a les hôpitaux de jour, c'est-à-dire que l'hôpital c'est qui de jour. C'est-à-dire que ceux qui sont de jour, ça veut dire que tu as l'hôpital psychiatrique que de jour. Et tu as demi-journée, c'est-à-dire que du coup tu vas demi-journée, c'est-à-dire que du coup tu passes, en gros tu peux aller à l'hôpital psychiatrique que l'après-midi ou que le matin, demi-journée. Ou tu peux passer la nuit là-bas, ou tu passes des demi-journées dormir là-bas, ou tu passes une journée la nuit. Et tu as aussi, c'est ton choix, tu vas à l'hôpital, ou t'es obligé d'aller à l'hôpital. Donc c'est comment différent, quand c'est obligatoire et tout simplement, ou quand c'est prescrit par un médecin que tu es à l'hôpital. Ce qui est complètement différent, complètement. Et après, les centres pour handicapés, tu as hôpital de jour, tu as centre de jour, centre de nuit ou centre de la journée, qui est vraiment différent. Et tu as différents centres. Tu as des centres qui est plutôt des écoles, tu as des centres d'activités, des centres médicales, activités médicales, et tu as des centres enfants, adultes, personnes âgées. Et tu as des centres de vie, c'est-à-dire des centres où tu vis, c'est-à-dire que tu mets là-bas et ils vivent toute leur vie là-bas, ce qui est complètement différent. Et tu as des écoles spécialisées qui sont les autres écoles. L'école spécialisée, c'est des écoles spécialisées pour les personnes qui ont un handicap, qui sont différentes. Tu as différentes écoles, tu n'as pas de collège ni lycée, ça dépend des écoles. Tu pas des écoles spécialisées il y a des écoles spécialisées pour le lycée, collège, lycée, après jusqu'au bac, et tu peux avoir, après le bac, tu n'as plus de collège. Voilà. Après, tu as des centres pour les travailleurs, c'est-à-dire que tu as des centres de travail pour les personnes handicapées. Tu as des centres de travail qui sont des centres de formation pour les personnes handicapées, où tu travailles dans des ateliers, où tu travailles dans des entreprises, et tu n'as pas d'entreprise. Voilà. Après, si tu veux éviter ces centres et éviter ces centres spécialisés, tu dois tout simplement, pour éviter ces centres, ce que je conseille, c'est de faire des formations ou des CAP. Par exemple, ou des CFC. En gros, c'est des centres de formation, diplômes de formation. Et du coup, il y a aussi, il faut demander un dossier pour faire tout simplement les études, tout simplement. En fait, avant la gestion de ton enfant, il faut faire le dossier pour demander les aides. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui peut aider à écrire ton enfant, tu peux une EVS qui peut aider à expliquer le cours, tu peux demander ça à ton enfant quand tu peux étudier, il y a ça, possibilité ça en France. En France, tu peux demander ça pour le lycée, le collège et l'université. Tu peux demander tout simplement. Après, tu peux faire un CAP, ça veut dire un centre de formation. Tu peux demander dans un centre de formation, dans un lycée de formation. Du coup, le lycée, c'est le moment où tu dois passer ou au bac ou au lycée, c'est le moment où tu vas au lycée de formation, en fait. Après, tu peux aller au centre de formation, tu peux aller à un lycée de formation dès le collège aussi. Tu peux aller dès le collège aussi, c'est possible dès le collège. Tu as des CAP de 1 an et tu as des CAP d'1 an, ou tu as des CAP accélérés, CAP accélérés, ou tu as des CAP de 2 ans, qui peut donner accès à ton enfant. Après, pour l'université, tu as des universités en ligne où tu as l'école Montessori. Tu as des écoles Montessori. Montessori, ils font, pour les personnes HP, tu as des lycées, tu as des collèges, tu as des lycées, des collèges, et tu as même, tout simplement, tu peux demander aussi à l'école si l'école fait la méthode Montessori, tu peux demander à des écoles s'ils font la méthode Montessori, ou tu peux demander à des professeurs spécialisés, des professeurs aussi spécialisés, ou en tant que parent aussi, tu peux faire la formation méthode Montessori, et tu peux aussi faire des formations d'autisme si tu veux faire et du secourisme pour que ton enfant soit bien, voilà. Ou tu peux faire tout simplement l'école à la maison. Il faut demander une pénétrer au gouvernement. Faut que chaque année vérifier si ton enfant est capable ou pas, ce qui est possible aussi pour ton enfant. Après, d'autres possibilités, tu peux demander à ton médecin un papier qui prouve que ton enfant n'est pas
ou ton enfant ou ton adolescent ou ton personne autiste ou handicapée, tu peux demander à ton médecin de lui dire que tu n'es pas obligé à travailler, tu n'es pas obligé à travailler, mais tu peux faire des activités qui te plaisent. Donc du coup, tu peux faire des cours, tu peux faire des activités. Donc ce que je conseille, c'est de faire des cours ce que tu aimes et faire des choses que tu aimes et que tu as une vie qui t'aime du coup. Et les aides pour l'argent, par exemple l'argent qui te verse, ce que je conseille pour tout ce qui est argent qui te verse, du coup l'argent que je te conseille de verser, ce que je te conseille de cet argent, c'est de faire le papier administratif pour demander que l'État en fait te considère en handicapé pour donner des aides, pour que tu réussis à demander les aides pour après demander les aides et avoir de l'argent de l'État qui peut t'aider. Et cet argent-là peut te servir à manger, à boire. Et je sais que beaucoup de gens trouvent que c'est injuste cet état-là, mais quand tu as un trouble autistique, grâce à ces, grâce au remboursement, déjà ce qui est remboursé par ces aides-là, tu as la logopédie, tu as l'ergo, tu as des soins médicaux, tu as certains choses sont remboursées. Il faut vraiment demander en fait les soins. Certains soins médicaux sont remboursés, d'autres ne sont pas remboursés. Donc tu as ces aides-là, il faut demander ces aides-là. Après, tu peux demander en tant que régisseur ou tutelle, qui peut vachement aussi t'aider aussi ton enfant. Après, si tu es majeur, je vous conseille la tutelle ou par exemple l'aide administrative. Je vous conseille plutôt qu'il y en a la famille parce que quelqu'un qui est inconnu peut vous abuser et faire attention. Après, voilà. Après, pour tout ce qui est boulot de l'économie libre, ce que je conseille, c'est dans les économies libres, ce que je conseille, c'est d'aller à Pôle emploi ou d'aller aux recherches d'emploi de l'État qui peuvent vachement vous aider. Après, il y a des formations pour les personnes qui ont difficulté de trouver un emploi. Il y a beaucoup de choses comme ça aussi, donc ça peut vachement aussi vous aider à trouver un travail et une expérience en entreprise qui est non spécialisée pour les personnes handicapées. Après, tout ce qui est artistique, ce que je considère artistique, euh, après tout ce qui est université, ce que je conseille, c'est vraiment de prendre des cours en ligne, de faire des cours en ligne, parce que je conseille de plutôt faire des cours en ligne, parce que beaucoup d'autisme et dyslexique ont beaucoup de mal à aller en cours, mais plutôt que quand c'est en ligne, c'est plus facile pour eux. Ce que je conseille, c'est il y a beaucoup de possibilités de cours en ligne, par exemple lycée, collège, lycée. Tu peux demander candidature libre. En fait, il faut pour les candidatures libres du lycée, du collège et du CAP, parce que aussi CAP, tu peux faire des candidatures libres aussi. Et tu peux aussi, les études supérieures, tu peux aussi faire en économie, tu peux aussi demander en études libres, en économie libre, en études libres. Et en fait, il faut se déclarer dans le gouvernement. Il faut se déclarer dans un endroit. Et après, tu peux faire des cours en ligne ou c'est l'État qui te donne l'État, ou tu dois être bien être déclaré, parce que sinon c'est considéré comme si tu faisais pas de cours en fait. Donc c'est hyper important d'être déclaré, sinon tu ne peux pas faire. Du coup, ça ne marche pas. Euh, du coup aussi que je conseille aussi, c'est tu peux faire des études supérieures aussi, parce que si des études supérieures, tu peux aussi faire des études supérieures, avoir aussi des aides aussi. Du coup, tu peux aussi avoir les aides pour ça aussi. D'écrire et à lire. Et aussi, ce que je conseille aussi, c'est les tuteurs, des gens qui viennent à la maison pour étudier avec ton enfant. Ça peut vachement aider à ton enfant. Donc voilà, ça peut vachement aider, même en tant qu'adulte, ça peut vachement aider. Aussi, il y a des cours pour adultes. Il y a des cours pour adultes pour apprendre à écrire et à lire, ce que je conseille aussi. Il y a aussi, des possibilités de formation que tu peux faire. Il y a aussi des formations pour les jeunes parents qui veulent apprendre à lire à cours à leur enfant pour devenir professeur. Après, ce que je conseille aussi, c'est euh, tous les cours en ligne. Voilà, faire des cours en ligne, faire des cours en ligne, parce que les enfants, quand on fait des cours en ligne, c'est plus facile. Après, tout ce qui est permis de conduire, c'est je conseille aussi de faire des cours. Après, certains sont positifs et de faire
du de permis de conduire, d'autres n'ont pas la capacité de conduire. Après, ce que je conseille par mon expérience personnelle, je conseille vraiment de faire conducteur libre ou de faire parce que quand tu es autiste et aller en cours, c'est compliqué. Et en plus, être loin chez toi, aller en internat, c'est hyper compliqué. Donc, en plus, ça peut être personnellement. Mais après, l'internat, c'est pas rendre autonome ton enfant. Donc, vraiment, je conseille ton enfant fait internat. Personnellement, ça m'a beaucoup appris. Après, ce que je conseille personnellement, c'est de faire des cours en ligne de faire des cours en ligne. Moi, je dirais que les cours en ligne que je fais actuellement, m'aide vachement et je dirais que je n'en regrette pas du tout de faire des cours en ligne. Du coup, les cours en ligne, c'est ce que je conseille vachement aux parents qui ont des personnes autistes et dyslexiques et OHP parce que les personnes HP ont beaucoup de connaissances à tout ce qui est, par exemple, autonomie. Donc, je conseille vraiment de faire des cours en ligne. Et il y a plein de cours pour le bac, le collège et le lycée. En fait, il n'y a pas d'âge pour commencer le collège et le lycée. Tu peux très bien commencer ta troisième, ta quatrième, ou ton primaire, collège, lycée, ou ton Armos, comme on dit en Suisse, Armos ou collège ou lycée. Ou tu peux très bien commencer tout simplement et recommencer aussi. Et il y a plein de cours en ligne. Et en fait, je précise aussi quelque chose, quand, en fait, si vous avez fait des cours en ligne, vous avez payé, vous pouvez montrer les papiers que vous avez bien, des papiers d'inscription, vous faites une photocopie, mais montrer par email que vous avez bien fait des cours, et vous pouvez prouver que vous avez bien fait des cours. Mais après, tout ce qui est cours de langue, vous n'êtes pas forcément déclarer, mais tout ce qui est bac, je vous conseille aussi de déclarer. Je vous conseille vraiment de déclarer, parce que quand vous déclarez que vous avez payé, mais vous ne déclarez pas que vous êtes en bac ou en études supérieures, ça peut te poser problème. Après, il y a beaucoup d'écoles en ligne. Il y a peu d'écoles dans certaines régions, je dis pas, c'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a beaucoup d'écoles, d'universités en ligne. Donc, les étudiants en ligne devront plus accepter votre enfant quand c'est en ligne, par en ligne, plutôt que par réalité. Donc, ce que je vous conseille, c'est plutôt en ligne. Voilà. Et même pour les écoles d'art, des fois, ça peut être bien aussi, parce il peut aussi avoir des cours d'art par des professeurs particuliers en ligne, ce que je vous conseille aussi de faire, parce que ça peut vachement aider votre enfant. Surtout surtout avec le coronavirus en ce moment. Peut-être c'est pas facile à gérer, mais je vous conseille de le faire vachement. Et en plus, il y a plein de cahiers, de cahiers pour faire des cours vous-même. Donc, il y a plein de cahiers en France. Il y a plein d'endroits pour faire des cahiers. Il y a plein de magasins qui vendent. Vous demandez les niveaux, la date, tout ça. Vous pourrez trouver des cours, tout simplement des livres, plein de livres pour faire des études supérieures en livre. Il y a plein de livres sur ça pour faire les autonomies. Donc, euh, donc, let's go. Let's go pour faire des cours. Il faut vraiment trouver les bons livres et bien vous informer. Mais si jamais vous voulez trouver les informations, je vous conseille d'aller dans le gouvernement français ou suisse, voilà, ou de votre pays où vous cherchez, pour trouver les bonnes informations et le programme idéal pour votre éducation. Après, il y a différentes méthodes. Et après, la méthode Montessori, il y a plein de livres. Donc, il y a plein de livres et de méthodes que vous pouvez trouver facilement. Il y a plein de méthodes. Et il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup d'écoles Montessori qui sont aussi en ligne. Il y a beaucoup de Montessori qui sont faits aussi beaucoup en ligne. Montessori est très moderne. Euh, Montessori aussi, la méthode Montessori est très présente. Et il y a beaucoup de formateurs Montessori. Donc, si jamais vous êtes parents et apprendre la méthode, possible, mettez-vous dedans. Voilà. Et même, il y a des livres spécialisés pour les personnes dyslexiques pour lire et écrire. Il y a des livres spécialisés pour les personnes autistes et dyslexiques. Genre, les personnes pas autistes mais dyslexiques, il y a des méthodes spécialisées, il y a des livres spécialisés pour que les personnes lisent et commencent la lecture. Il y a même des cahiers de maths, de français qui sont spécialisés en anglais et en français pour les dyslexies.
personnes dyslexiques. Donc, il y a plein de livres spécial. C'est des spéciales, ça s'appelle Dyslexia Friendly. Il y a plein de livres sur ça. Donc, vraiment, je vous conseille ce genre de livres. Il y en a plein. Après, majoritairement, il faut commander après. Voilà. Après aussi, ce que je pensais aussi, c'est les vitamines. Les vitamines, tout ce qui est vitamine D, vitamine C, vitamine D, c'est vitamine D, vitamine de mémoire. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, j'aime tous les troubles que j'ai actuellement. Donc vraiment, ça peut vachement aider, mais demandez vraiment votre médecin. Et regardez aussi, informez-vous, parce que des fois, les stades de vitamines peuvent vachement aider aussi. Donc, il y a beaucoup, j'ai parlé beaucoup dans cette vidéo parce que je voulais vraiment faire des sujets généraux, je voulais vraiment faire différents petits sujets sur l'autisme pour vraiment mettre mon expérience au profit des autres. Je vais vraiment vos expériences au profit des autres pour vraiment que vous apprenez la globalité de mon expérience en tant que personne autiste parce que c'est une expérience que j'ai. Donc, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me poser. Si vous avez des questions sur l'autisme, sur le dyslexie, sur mon quotidien, si vous avez des questions en tant que parent sur l'autisme, vu que je suis quelqu'un sur l'autisme ou l'HP, hyperactivité, vu que je suis quelqu'un qui le vit intérieurement et qui une personne, je pense que ce sera beaucoup plus même de le poser et surtout que je suis adulte actuellement, donc j'ai un recul sur mon enfance et sur l'enfant, donc j'ai un recul et du coup, je peux poser des questions tout simplement. Donc, si vous avez des questions, je vais les répondre. Donc, ou si jamais vous voulez faire un partenariat avec moi pour l'autisme, vous pourrez faire un partenariat. Donc, vous pouvez mettre en barre d'infos ou écrire sur mon email pour faire des partenariats avec moi. Et ça me ferait beaucoup plaisir aussi. S'il vous plaît, likez ces vidéos, partagez le maximum possible ces vidéos sur l'autisme et sur les dyslexie. Sur les autismes, et tout simplement, c'est hyper important de partager les vidéos pour avoir plus d'abonnés et tout simplement, voilà. Et si vous avez des suggestions pour améliorer mes vidéos sur le sujet de l'autisme et des dyslexie et hyperactivité, disez-moi en barre d'infos pour que je m'améliore encore plus. Et si vous voulez dire votre expérience personnelle, vous pouvez mettre ça en barre d'infos, je vais lire vos commentaires et vos témoignages. Si vous voulez témoigner, ça me ferait beaucoup plaisir d'avoir d'autres témoignages autres que le mien sur l'autisme, sur la dyslexie, sur le HP, hyperactivité et tout ça. Ça ferait beaucoup plaisir. Donc, c'est Pacifique et à bientôt.